Bonjour, bienvenue à cette troisième vidéo de la série dédiée aux besoins de l'enfant, à son développement et également une réflexion sur l'humain. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'estime qu'il est important de faire une introduction philosophique, d'avoir un regard macro sur notre société contemporaine. Commençons par quelques observations. Malgré une prise de conscience croissante de l'équilibre écologique, de sa fragilité, nous polluons toujours plus et la nature est menacée comme jamais auparavant. Les technologies qui nous permettent de nous connecter socialement se multiplient, mais il y a une nette croissance de différentes formes de solitude. La médecine dispose aujourd'hui de moyens et de connaissances sans précédent, et pourtant les maladies prennent de plus en plus de place dans nos vies. Les conditions et méthodes pour offrir une vie plus heureuse n'ont jamais été aussi bonnes. Et pourtant, la dépression se répand de plus en plus dans nos vies. Alors que sur papier, presque toutes les conditions s'améliorent, il y a un ressenti négatif par un grand nombre de personnes. Qu'est-ce qui ne va pas? En tout cas pour une partie de l'humanité. Pourquoi, malgré une amélioration de nos consciences et de nos conditions de vie, notre planète, notre santé mentale sont-elles en danger? La première réponse, assez évidente, est l'expansion d'une philosophie individualiste. La deuxième explication, si évidente qu'elle frôle le truisme, c'est le fait que le système met en place des approches et solutions quasiment toujours symptomatiques aux divers aspects et problèmes de nos vies. De ces deux constats se déclinent naturellement deux axes majeurs de réflexion. Le premier est comment développer et nourrir l'altruisme dans nos sociétés. Le deuxième est comment activer, développer nos capacités d'adaptation individuelle et collective face aux inévitables défis et fluctuations de la vie. Que ce soit les défis de santé physique, mentale, personnelle, économique, géopolitique, technologique, etc., etc. Commençons par l'adaptation. Et petite parenthèse avant de commencer, ce mot est très utilisé dans le milieu du management de l'entreprise pour des intentions purement capitalistes. En aucun cas, j'emploie ce terme dans ce sens-là. C'est dans une perspective évolutionniste que j'emploie ce mot. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je fais référence à une capacité d'adaptation qui, face aux divers défis de la vie, va nous donner la motivation pour chercher les solutions, va nous permettre de trouver les solutions et qui finalement va nous permettre de les mettre en œuvre. Je fais allusion à cette méthodologie de pensée fondamentale dans la philosophie politique, le fameux je veux le bien, je vois le bien et je fais le bien. L'humain et l'humanité sont les conséquences incroyables, étonnantes d'une aventure d'évolution, d'adaptation, de sélection qui existe depuis des millions d'années. Réfléchissez-y, les yeux, les poumons, le cerveau, la complexité de notre corps ou encore les animaux, les plantes. Face à toute cette complexité, la principale explication que nous avons n'est autre que celle de la sélection naturelle et de l'adaptation. Cependant, l'arrogance de l'homme moderne l'a amené à croire qu'il peut intervenir et résoudre les problèmes avec ces solutions symptomatiques qui proviennent de ces petits brins de connaissances. On nous fait croire que nous pouvons résoudre le problème de la dépression avec des antidépresseurs ou la famine en distribuant à manger. Pourtant, ces derniers ne sont que des symptômes d'un système qui marche mal. En perspective des connaissances que nous avons aujourd'hui sur notre histoire, sur le fonctionnement de notre corps et de l'esprit humain, la meilleure chose que nous pouvons faire est d'enlever les interférences dans la transmission d'informations entre la réalité du monde qui nous entoure et notre corps, notre esprit, afin d'activer et développer les capacités d'adaptation saines. Le monde du développement de l'enfant, de la pédagogie, de l'éducation doivent donc s'intéresser davantage à une philosophie et à des méthodes visant à donner les ressources nécessaires aux enfants pour qu'ils développent leur capacité à vivre en paix, de manière plus adaptée à leur environnement, quel qu'il soit. Une très grande partie des métiers d'aujourd'hui ne va plus exister dans 15 ans. À part les gros millionnaires, tout le monde va être touché. Et même les plus qualifiés ne seront pas épargnés. Les gouvernements, les pays deviennent de plus en plus libéraux, capitalistes, et se sentent de moins en moins responsables d'aider les plus démunis. Nous ne savons pas vraiment ce qui nous attend.
Donc dans ce contexte, développer la créativité, la capacité à trouver des solutions, la flexibilité, autrement dit, la capacité d'adaptation est indispensable. Une fois que cette flexibilité, cette plasticité seront acquises, la vie sera beaucoup plus agréable. Le but ne peut pas être de créer un océan sans vagues, une eau toute plate. Le but doit être de nager, surfer, faire de la voile dans cet océan tourmenté, rempli de surprises. Petite parenthèse, l'adoption d'une telle philosophie de l'adaptation permettra de voir beaucoup plus clairement le rôle de l'État et la responsabilité individuelle de chacun dans le cadre collectif du pays, afin d'amener de la nuance aux approches politiques nécessaires pour le bien-être de la société et celles qui contribuent à une infantilisation de la société. Un individu qui a développé de manière saine ses capacités d'adaptation est capable de faire le nécessaire pour atteindre ses objectifs et d'autre part d'accepter ceux qui n'arrivent pas à atteindre, de vivre en paix avec sa vie. Alors, l'étape indispensable du mécanisme d'adaptation est la réception par le corps, le cerveau, des informations qui représentent son environnement physique, social, économique, politique, etc. Pour vous donner un exemple, un enfant qui n'a pas grandi avec la diversité culturelle, ethnique de son pays, un enfant qui n'est pas assez cultivé pour connaître l'histoire, pour connaître la psychologie humaine, peut beaucoup plus facilement tomber dans l'erreur, le racisme par exemple. Des connaissances sur les races, l'histoire, le colonialisme, mais aussi sur les avantages de la diversité culturelle ou encore de l'importance d'une existence tolérante et bienveillante sont des facteurs augmentant la probabilité de l'individu à vivre en harmonie avec son environnement. Donc la stimulation initiée par la transmission d'informations concernant notre environnement est l'élément nécessaire pour une adaptation saine et doit être au noyau de notre philosophie de l'éducation. Évidemment, cette adaptation saine n'est possible que si les besoins de l'enfant sont assouvis. Autrement dit, la même information, la même expérience peut être traumatisante ou au contraire enrichissante. Nous allons donc durant cette série nous intéresser en profondeur aux différents besoins de l'enfant pour lui permettre de s'adapter sainement à son environnement. Alors voilà, nous sommes arrivés à l'autre pilier de la philosophie de l'éducation que je propose, l'altruisme. Parler d'altruisme comme pilier de l'éducation n'est pas très commun. Et pourtant, la spiritualité, la religion, qui ont des philosophies plutôt altruistes, tiennent une place extrêmement importante dans nos sociétés. La démocratie, le concept de justice sociale, la déclaration des droits de l'homme, le combat pour les droits des femmes sont tous des vocations altruistes. Donc l'altruisme est le pilier de l'humanité et nous sommes en train de l'oublier. Nous vivons dans une drôle d'époque. Les personnes les plus riches, les plus populaires, les plus belles, les plus aimées, les plus couronnées de succès sont devant nos yeux grâce aux technologies de communication. Et aujourd'hui, nous savons que ces personnes ne sont pas bien dans leur vie. Pensez aux célébrités qui ont tout coché dans la formule bonheur proposée par le monde capitaliste et qui pourtant vivent des formes de déchéance. C'est le symbole ultime de la faillite du modèle capitaliste. Le système dans lequel nous sommes nous pousse à nous focaliser sur notre propre bonheur et que ce bonheur est réalisable en possédant plus de biens, plus de pouvoir, etc. Nous ne sommes jamais satisfaits. Vous réalisez qu'il y a des milliardaires et ce qu'ils possèdent ne leur suffit toujours pas. Et ils sont prêts à voler, à manipuler pour encore plus. Les amis, il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a une leçon à tirer de ces exemples. Sinon, c'est trop facile de cracher sur des gens, sur des individus. Nous ne pouvons pas diaboliser l'individu, mais le système, le manque d'éducation, la culture qui le pousse à agir ainsi. Alors soyons honnêtes, nous ne pouvons blâmer personne de penser à elle-même. Durant toute son histoire, l'homme a pensé d'abord à lui-même. Sa biologie fonctionne sur ce principe. Certaines hormones vont le pousser vers l'avant pour qu'il mange, se reproduise, et d'autres le faire reculer car il y a danger, un prédateur, un aliment toxique, une éventuelle chute. C'est son intérêt personnel qui a poussé l'homme à vivre en groupe car cela augmente ses chances de survie et de reproduction. Donc réfléchissons ensemble sur comment l'humain peut trouver le moyen d'être heureux de manière durable. Après le développement durable, nouveau concept, le bonheur durable,
ou encore mieux, une paix intérieure durable. Notre pouvoir d'achat dépend de facteurs extérieurs en dehors de notre contrôle. Nous l'avons vu avec le Covid et les crises géopolitiques. Notre santé physique est vouée à se dégrader, c'est le principe même de la vie. Puisque dans nos sociétés, la beauté physique est indexée à des critères de jeunesse, notre beauté est vouée à se dégrader. Nos capacités physiques sont vouées à se dégrader. Personne ne devient plus athlétique en vieillissant. Nos amis, nos proches sont voués à disparaître puisqu'ils subissent les mêmes lois physiques. Bref, vous avez compris, nous basons actuellement tout notre bonheur sur des facteurs qui sont voués à vivre des fluctuations et irrémédiablement à se dégrader. C'est bête quand même, non? Alors de quoi notre bonheur peut dépendre? Et quelle philosophie adopter pour que nous puissions être heureux, ou mieux dit, trouver une paix intérieure durable, quelles que soient les fluctuations de la vie? La réponse est simple et pragmatique. Si nous réussissons à avoir une existence dans laquelle nous sommes heureux, même fiers de nous, en étant fidèles aux valeurs éthiques, en étant altruistes, rien ne peut nous déstabiliser. Nous pouvons profiter d'une paix intérieure, d'une sérénité, quelles que soient les circonstances. Et par-dessus tout ça, rajoutez tous les plaisirs du monde capitaliste. Comme bon vous semble, faites-vous plaisir. Ils seront posés sur de bonnes bases. En tout cas, je pense que rien ne peut égaler la sensation que procure une vie altruiste. Quand un parent d'élève me prend dans ses bras pour me remercier ou me dire que nos discussions lui font du bien, quand un étudiant intègre une université pour faire du bien à ce monde, quand un étudiant me fait un bisou quand il me dit qu'il m'aime, eh ben ce bonheur est irremplaçable, inégalable. Je peux être malade. Le pays dans lequel je vis peut être dans le chaos total. Mais tant que je mène cette vie en cohérence avec mes principes, une paix intérieure, un bonheur m'accompagne. Est-ce facile d'avoir une existence altruiste dans ce monde qui utilise tous les moyens pour nous faire croire que c'est en pensant à nous-mêmes que l'on peut avoir une meilleure vie? Non, ce n'est pas facile. Mais il n'y a pas d'autre solution durable sur le plan individuel, mais aussi sociétal. Donc si nous réussissons à mettre en place une parentalité, un système éducatif, une culture qui permet d'une part aux individus d'avoir des qualités d'adaptation saines aux divers éléments de la vie, et d'autre part une existence altruiste, je pense que nous nous sentirons beaucoup mieux. Nous allons tout au long de cette série réfléchir, déterminer, catégoriser de manière claire les différents besoins de l'enfant pour qu'il puisse être un individu avec des capacités d'adaptation saines et une philosophie altruiste. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.